On va parler maintenant de DMLA. On va en parler avec le docteur Hasiba Oubrahama Mebroukine. Vous êtes ophtalmologue et vous allez nous rejoindre. Alors la DMLA, c'est un des gros focus de cette réunion parce que la DMLA, ça préoccupe beaucoup de gens. Vous allez répondre à nos questions, vous allez nous dire quelles sont les différences entre la sèche, la humide, vous allez nous dire ce qu'on peut faire, ce qu'on peut espérer, et puis vous allez répondre aux angoisses de tout le monde. Est-ce que je vais devenir aveugle, oui ou non? Oui. Voilà, on vous laisse la parole. Merci pour l'invitation, vous m'entendez? Parlez plus dans le micro, oui, parce que là on vous entend pas. Vous m'entendez là? Allez-y, on va régler. Allez-y, commencez à parler. Oui, bon. On m'a posé la question, on m'entend pas là, hein? Non, on n'entend pas. On m'a posé la question, j'ai une DMLA, vais-je perdre la vue? Vous m'entendez toujours pas? Eh bien, décidément. On a un petit problème de son, apparemment, on n'entend plus le pupitre là. Ah, c'est les micros, non? Non, là, ça y est, là on vous entend bien. Voilà, très bien. Donc, d'abord, on définit la DMLA. La DMLA, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge. Vous en avez entendu parler, il y a beaucoup de publicité à la télévision. C'est la principale cause, c'est la troisième cause de baisse d'acuité visuelle importante dans le pays industrialisé, donc dans la France, à partir de 50 ans. En France, on peut compter environ 1,5 million de personnes atteintes, soit d'une forme intermédiaire, soit d'une forme plus grave. Près d'1 million de personnes auraient une forme grave, qu'elle soit humide ou sèche. Il y a deux formes principales, la forme humide et la forme sèche. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'avènement des nouveaux traitements ont beaucoup réduit le risque de cécité lié à la dégénérescence maculaire liée à l'âge exsudative, donc la forme humide. Mais même si l'incidence de la cécité liée à la DMLA a diminué, l'incidence de la cécité augmente avec le temps et on verra sur la méta-analyse que la baisse, si vous voyez, je vous montre ce graphique qui est un peu complexe, mais il montre la diminution de la cécité les 30 dernières années, c'est-à-dire entre 90 et 2020, et il établit l'état des lieux aussi bien pour la cécité que pour les baisses visuelles modérées. Et on voit ici, si on prend l'Europe de l'Ouest, on voit qu'il y a une baisse de la cécité d'environ 27%, qu'elle intéresse plus les hommes que les femmes. Donc les femmes souffrent un peu plus dans les pays occidentaux de baisse visuelle, de cécité depuis les 30 dernières années. On voit que les baisses modérées d'acuité visuelle diminuent un peu et que tout type de baisse visuelle modérée liée au port de lunettes, etc., à la cataracte, diminue un peu parce qu'il y a une meilleure prise en charge. Mais malgré cette baisse de l'ordre de 27% dans les pays occidentaux, on voit que, on se rend compte que, pourquoi je suis partie aussi loin? Voilà. On se rend compte qu'avec l'augmentation du nombre de la population en général, en 2050, l'incidence de la cécité et des baisses visuelles va augmenter, tout simplement parce qu'il y a une augmentation de la population générale. La dégénérescence maculaire liée à l'âge n'est pas seulement une maladie liée au vieillissement, même si la principale cause c'est l'âge, elle est aussi liée à une prédisposition génétique. Il y a des familles où il y a de génération en génération une atteinte de dégénérescence maculaire liée à l'âge, mais elle est aussi le produit de... elle est multifactorielle, donc il y a aussi l'intervention de facteurs multiples tels que le tabagisme, la consommation d'alcool et la dyslipidémie, donc l'hypercholestérolémie par exemple.
Et on se rend compte, dans cette méta-analyse qui est très intéressante, si on voit, c'est flou un peu, ici c'est le tabagisme et ici c'est la consommation d'alcool, on voit que le tabagisme est considéré comme un facteur aggravant de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exudative et que la consommation d'alcool aussi dans la forme atrophique. Maintenant qu'on a mis tous ces éléments éthiopathogéniques bien cadrés, on va parler de qu'est-ce que c'est que la dégénérescence sur le plan anatomique. La macula, c'est cette zone du fond d'œil, de la rétine, où il y a la plus grande concentration de photorécepteurs, donc qui permet ce que nous faisons, c'est-à-dire une vision diurne, la netteté, la lecture, la vision des couleurs. Donc, la macula est atteinte principalement dans la dégénérescence maculaire liée à l'âge, par définition. Comment on fait le diagnostic? Eh bien, soi-même, déjà, en analysant ce qu'on regarde, si on a un changement de la vision des couleurs, par exemple, des déformations des lignes droites, l'apparition d'une tache lorsqu'on regarde un texte, eh bien, il faut consulter en urgence parce que c'est une atteinte de la macula, forcément. Comment l'ophtalmologiste va explorer cette lésion? Eh bien, par l'examen du fond d'œil, qui maintenant est un examen ultra grand champ, donc ça permet de dépister facilement la DMLA, par l'utilisation systématique de la tomographie en cohérence optique, qui est une véritable coupe histologique dans le vivant. Ça nous donne ces images-là, où l'on analyse les photorécepteurs, la couche des fibres... en fait, toutes les couches de la rétine telles qu'on les voyait avant, seulement en histologie. L'OCT-angiographie est une véritable révolution depuis seulement 2014 qui permet de facilement faire le diagnostic de la dégénérescence maculaire liée à l'âge exudative en montrant ces images de néovaisseaux derrière la rétine qui, eux, vont abîmer la rétine lorsqu'ils vont pousser. Et si on n'y arrive pas, si le médecin n'a pas pu, avec tout ça, faire le diagnostic, il utilisera l'angiographie, il ou elle, bien sûr, utilisera l'angiographie à la fluorescéine et éventuellement au verre d'infrasanine pour avoir tous les vaisseaux de la rétine et de la choroïde, donc les couches les plus profondes de la rétine. Une fois fait tous ces diagnostics, eh bien, les formes cliniques de la dégénérescence sont multiples. D'abord, l'ophtalmologiste va vérifier l'état du fond d'œil et peut déterminer déjà des précurseurs d'une forme grave de dégénérescence maculaire. C'est la DMLA intermédiaire. Les formes graves sont les formes exudatives qui touchent le centre et qui ont déjà avancé et qui ont déjà détruit la rétine. Lorsqu'on découvre une dégénérescence maculaire liée à l'âge intermédiaire, on sait qu'il y a un risque de progression vers une forme néovasculaire ou une forme atrophique. Donc déjà, le patient rentre dans une surveillance périodique et une autosurveillance soigneuse, œil par œil. La DMLA intermédiaire ou les drusènes sont ces fameuses taches que parfois votre ophtalmologiste vous montre et ils sont autant de précurseurs de risques de décompensation. Ils sont une accumulation de débris qui, au fur et à mesure, vont disparaître avec l'apparition de migrations pigmentaires. Là, c'est un stade un peu plus avancé et qui est un véritable précurseur de néovascularisation. Ça a été démontré dans de nombreuses études. Enfin, il peut y avoir ce continuum, le plus souvent, vers une forme néovasculaire avec l'apparition d'hémorragies et de vaisseaux anormaux, tels que je vais vous les montrer. Ils peuvent se situer à différents endroits. Sous l'épithélium pigmentaire, ce sont les néovaisseaux de type 1. Ce sont ceux qui agressent moins l'acuité visuelle, mais c'est ceux qu'on a le plus de mal à traiter. Il y a aussi les néovaisseaux de type 2. Ceux-là, ils ont déjà franchi l'épithélium pigmentaire, ils sont rentrés sous la rétine et ils dévastent un peu la vision centrale, donc il ne faut jamais arriver là. Et il y a les néovaisseaux de type 3 qui apparaissent dans la rétine et qui évoluent assez favorablement avec le traitement, mais qui donnent de l'atrophie. Donc ils sont méchants aussi. Et il y a la deuxième forme, la plus importante, la plus nombreuse, c'est la DMLA sèche, celle qui pour l'instant n'a pas de traitement
où il y a un traitement qui arrive, j'espère en France, en début 2024. Ce sont des endroits de la rétine maculaire qui n'ont plus de cellules visuelles, plus d'épithélium pigmentaire, donc qui entraînent des taches. Comme vous voyez ici, il n'y a plus, la rétine normale, elle est là, il y a les différentes couches, et au centre, il n'y a plus de rétine. C'est pas un trou, c'est une absence de tissu. C'est la plus fréquente. Elle peut s'associer à une forme humide également, rendant plus complexe peut-être un peu la prise en charge. Et on voit ici que grâce à l'autofluorescence, qui est une technique d'imagerie comme l'examen, la photo du fond d'œil, on peut faire une photo en autofluorescence qui, au fur et à mesure du temps qui passe, va nous montrer la progression de la maladie. Jusqu'à présent, on ne faisait que constater. Dans quelques mois, j'espère, en France, on pourra traiter et suivre ainsi nos patients. Et l'ADMLA atrophique, c'est celle qui va entraîner des taches empêchant la reconnaissance des visages et la lecture. Ce qui est certain en 2023, c'est qu'une meilleure connaissance de la maladie, un dépistage précoce et une information large du public, comme nous faisons aujourd'hui, permet un diagnostic précoce, une préservation de l'acuité visuelle, aussi longtemps que possible avec les nouveaux traitements innovants, dont on parlera tout à l'heure. La prévalence de la cécité a régressé, mais dans les pays occidentaux, il y a un véritable challenge puisqu'il y a une augmentation de la population. Donc, il y aura plus de patients malvoyants ou atteints, même avec une perte minime de l'acuité visuelle, ce qui est un vrai challenge. Et la forme sèche a enfin un traitement qui est délivré aux États-Unis depuis mars et août 2023, et nous espérons qu'il arrivera en France mi-2024. Ces nouveautés thérapeutiques réduisent indubitablement le risque de cécité lié à la DMLA, essentiellement exudative et nous espérons atrophique, dépistée à temps et traitée à temps et durablement. Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Avant de passer à la deuxième partie de l'intervention, greffe, thérapie génique, les médicaments dont vous allez nous parler, vous avez parlé de cette molécule qui, si mes souvenirs sont bons, elle a eu son autorisation de mise sur le marché là. Le Cifovre. Le Cifovre. Oui. Oui, mais on n'a pas encore ni le prix, ni la commercialisation. Mais elle est déjà là. Elle a la même européenne. Par contre, si on est précis, ce n'est pas un traitement, c'est quelque chose qui ralentit l'évolution. C'est un traitement qui ralentit l'évolution. Qui ralentit, mais qui ne Je vais le dire dans le traitement, mais c'est c'est pas un traitement, c'est un traitement qui nécessite des injections tous les mois ou tous les 2 mois. Ça infléchit l'évolution, mais ça ne soigne pas. Infléchit l'évolution. Mais justement, il y a eu des blockbusters, même dans la DMLA exudative. Il y a 15 ans, nous avons eu un traitement qui était innovant et qui ralentissait. Effectivement, idéalement, c'est d'améliorer ou de stopper. Pour l'instant, mais c'est un premier pas. C'est une première brèche, c'est la première fois. On n'y est pas du tout, mais c'est le début. Okay.